Bonjour et bienvenue à l'épisode 224 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour vous aider à développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Nokia a 160 ans et produit aujourd'hui les équipements de télécommunication parmi les plus sophistiqués au monde. Mais le fondateur de cette entreprise pouvait-il s'imaginer ce futur en créant une usine de pâtes et papier? Pouvait-il s'imaginer que les voitures les plus performantes roulent aujourd'hui sur des pneus construits par une spin-off de la société qu'il a lui-même créée? Les auditeurs réguliers de ce podcast se rappelleront aussi qu'à l'épisode 209, nous interrogions Christophe Pouilly pour voir la différence entre prévision, prédiction et science-fiction. Si la stratégie consiste à élaborer des scénarios et à faire des choix, alors nous devons améliorer nos compétences quant à l'élaboration de ces scénarios plausibles. C'est d'ailleurs pourquoi nous questionnons cette semaine encore un prospectiviste chevronné pour tenter de voir ce qu'il y a dans ces scénarios plausibles, ou au moins comment ce que nous connaissons aujourd'hui se transformera demain. Autodidacte mais précoce, Thierry Curti prédisait au milieu des années 80, alors qu'il n'avait pas encore l'âge du permis de conduire, la fin du travail en raison des progrès de l'intelligence artificielle, et ce, pour 2030, ainsi que le réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Créateur du site LMC.Today, cofondateur et coprésident de Courant Constructif, passionné d'économie, prospectiviste de la transition systémique du 21e siècle, Thierry Curti utilise une approche épistémologique pour observer la société humaine et ses signaux faibles. Depuis 2012, il consacre l'intégralité de son temps à la finalisation de sa vision de la transition sociétale en précisant sa pensée de l'économie quaternaire résultante de sa veille scientifique et technologique qui lui permet de comprendre comment et pourquoi l'avenir sera vertigineux et très difficile pour ceux qui viendront après nous. Mais après la tempête vient toujours le beau temps. Selon lui, nous sommes à la fin d'une préhistoire de la civilisation, comme la disparition de Néandertal consacrait la fin de la préhistoire de l'humanité. Il propose que c'est maintenant que l'humanité a acquis la connaissance nécessaire pour se soustraire à la contrainte de la ressource. Nos suivants connaîtront ainsi des vies longues et prospères, soulagées des contraintes que nous avons connues au XXe siècle. Parmi les livres dont il est auteur ou co-auteur, citons L'emploi salarié, un mythe passager, sous-titré La transition sociétale inéluctable, publié en 2013 dans sa seconde version augmentée. Bonne écoute! Bonjour Thierry. Bonjour Jean-François, merci pour l'invitation. Thierry, ma première question, il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert que VUCA, ouais, c'est bien, mais maintenant, il faudrait plutôt parler de BANI. Alors, BANI, VUCA qui décrit un environnement, alors que BANI décrit plutôt la nature d'un monde où on vit. Est-ce que, selon toi, parler de ces choses-là, ça a encore un sens? Est-ce que ça fait du sens? VUCA, à la base, c'est un terme militaire. Je ne savais pas. J'ignorais vraiment complètement jusqu'à tout récemment. Alors, c'est pas au moment où tu m'en as parlé, mais j'en avais entendu parler il y a quelque temps avec toute la tension qui se produit. On commence à parler de ce terme VUCA. J'ignorais que ça s'appliquait au management. À la base, le terme VUCA, j'en avais pas entendu parler depuis des décennies. C'est un terme militaire qui sert à qualifier un objectif. C'est-à-dire, on analyse l'objectif afin de définir les moyens nécessaires pour le toucher, pour le réaliser, hein. Voilà. Donc, ça veut dire que si on utilise le terme VUCA aujourd'hui dans le management, donc ça veut dire le management, aussi bien le micromanagement au sein d'une entreprise que le management de population, hein, eh bien, ça signifie qu'on considère cet environnement comme hostile, comme un objectif à écraser. Voilà, c'est ça. Donc, c'est selon moi complètement inadapté.
Ouais. Bani est mieux adapté parce qu'il exprime l'état moral et mental de la population soumise aux tensions. Mmh. Mais en Ouais. réalité, il est issu du fait qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour que cet état n'existe pas. C'est, Ou s'améliore, ouais. on est, pour que cet état s'améliore. On est responsable de cette situation. Aujourd'hui, on en est à, dès qu'on entend parler d'une hausse des émissions, vite, tous à vélo. C'est Ouais. faut au moins prendre l'avion, il y a le premier ministre qui prend l'avion tout de suite, c'est un criminel, il va parler d'écologie en avion, c'est n'importe quoi, blabla, voilà. On en est là, c'est juste de l'hystérie, en fait, hein. Donc Ouais. alors que derrière, il y a aucune solution. Là, aujourd'hui, je viens d'assister, sur LinkedIn à quelqu'un qui se gargarise, voilà, on a signé les accords de Londres, ce qui fait que maintenant la France peut aller enterrer le CO2. Et c'est un Mmh. crime d'enterrer le CO2. C'est d'aller l'enfuir dans les couches géologiques profondes. C'est une énième déviance du XXe siècle, pour ne pas évoluer. C'est aussi intelligent que d'extraire du pétrole pour y foutre le feu. Et tout le monde s'en réjouit parce que, voilà, on va se débarrasser du CO2. Non, on va consommer de l'énergie, on va gaspiller de l'énergie pour pouvoir gaspiller de la matière première. Voilà, c'est ça qu'on va faire dans le but Ouais. de ne pas évoluer, de maintenir le XXe siècle. L'accord de Paris est du même acabit. C'est pas un accord de transition écologique, Ouais. c'est un accord de préservation du modèle économique du XXe siècle en transférant Ouais. autant que faire se peut la responsabilité de la baisse des émissions sur la population dans l'espoir qu'on arrive à s'adapter au réchauffement. Mais il s'agit Ouais. de toucher le moins possible au modèle économique qui génère de l'emploi. En réalité, c'est Ouais. une fumisterie. Voilà, et donc forcément, ça crée cet état banni parce que, on voit que ça marche pas. Parce qu'on nous annonce Ouais. des baisses, d'émissions, on nous annonce, de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles et puis après, pam, il y a le bilan, puis on a mesuré qu'en fait, on a battu tous les records d'émissions. Voilà, parce Ouais. qu'évidemment, ça ne Ouais. marche pas, forcément. Ouais. Thierry, tu es prospectiviste. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à la prospective? Quel est l'intérêt à porter à ça? J'en suis toujours pas 100% convaincu. Parce que la prospective alors déjà, c'est passionnant, parce que l'analyse, enfin pas l'analyse, non, la prospection, puisque Ouais. prospective, prospection, hein, c'est de la prospection, hein, Oui. on Oui. recherche les pépites, donc c'est la recherche de Oui. petits signaux faibles qui permettent d'envisager des opportunités qui ensemble peuvent donner des solutions si on a les capacités systémiques d'élaborer une vision globale. Donc la prospective, c'est vraiment, ça permet de tracer une voie précise en résolvant les éléments qui empêcheraient, dans situation plus normale, de la voir Ouais. aboutir, quoi. Ça nous permet d'avancer. La prospective, c'est ce qui permet d'avancer. Si tout le monde faisait de la prospective, au lieu de faire de la projection, cet Ouais. état banni n'existerait pas. Parce que Ouais. l'état banni est à l'origine de la collapsologie. Ça y est, on est Oui. foutu, Oui. faut arrêter de prendre Oui. l'avion, faut changer de mode de vie, faut aller à vélo, faut taxer les SUV, il faut bla. Ça, c'est l'état banni qui le commande parce qu'il Oui. manque la prospective. On fait que de la projection. C'est-à-dire, Oui. aujourd'hui, on a tant d'émissions, ça fait tant de trucs, aujourd'hui, on consomme tant de matériaux, ça fait gna gna gna, aujourd'hui, gna gna gna, donc demain, pour faire ceci, il nous faut ça, puis ça, ben, c'est pas possible, donc on est foutu. Voilà, boum, banni. Mmh. Voilà, c'est ça, hein, tu vois, je veux dire, la conséquence, elle est là. Et entre projection et prospective, est-ce que c'est seulement une question d'échelle ou est-ce que c'est vraiment une question un peu plus systémique ou méthodologique ou voire, même philosophique qui différencie les 2? Alors, la projection, c'est faux. C'est précis, mais c'est faux. Alors que la Ouais. prospective, c'est grossier, mais c'est vrai. Oui. La projection, on prend des données précises mais d Oui. parce est connue, donc documentée, mais donc Ouais. obsolète, Ouais. qui ne représente Ouais. pas l'avenir, puis C'est du passé. on Ouais. prolonge la courbe. Voilà. C'est, Ouais. alors moi j'ai entendu par exemple, enfin on l'a tous entendu, sur le fameux graphique
du rapport de Rome, du rapport du rapport du club de Rome, le rapport Meadows. Il y avait ce fameux graphique qui indique qu'après 2040, il n'y a plus de pétrole. Et Ouais, Jean ouais. Covici, il était devenu célèbre avec sa super conférence de 9 heures, je sais pas quoi, aux mines, là. Puis on voit au début de sa conférence, il affiche ce graphique en grand sur l'écran. Puis il dit, alors on voit qu'à ce moment-là, il n'y a plus de pétrole. Et là, je vois pas comment on pourrait remplacer ça. Monsieur Jancovici ne voit pas comment on pourrait le remplacer, donc on est foutu. Voilà. Ça, c'est de la Oui, projection. ouais, oui, Cette projection, on l'a pour tout. Il faut ouais. tant de kilos de cuivre pour faire une voiture électrique. Alors déjà là, on n'en extrait que tant. On pourrait en extraire Donc, tant, mais pour avoir tant de bagnoles, il en faudrait tant. C'est pas possible, donc la voiture électrique, c'est pas une solution, donc ça marchera pas. c'est foutu. Donc, il faut pas faire la voiture électrique, c'est pas la solution. Voilà. Seulement, voilà, Mmh. la prospective, elle apprend que le cuivre n'a pas d'avenir. Tout simplement, il est pas Ouais. assez efficace pour réaliser la transition Dans énergétique. une ouais, Tout simplement. ouais. Il faut trouver d'autres Donc, solutions. Ouais. elles existent, on les connaît, hein, les moteurs en roulement de fil de carbone. Dans l'avenir, la voiture électrique n'aura plus de cuivre. Voilà, tout simplement. Ou Ouais. alors peut-être pour un Mmh. joint ou pour, je sais pas, voilà. Ouais, ouais. Mais je veux dire, mais il y aura plus de cuivre, comme élément, fonctionnel. On a déjà aujourd'hui des éoliennes qui n'ont pas de cuivre, qui Ouais. sont à supraconductivité et donc elles sont dans des environnements froids et il y a pas de cuivre du tout dedans. Voilà, Ouais. Le quand je t'écoute, ça m'inspire tellement plusieurs choses de par ma formation d'ingénieur qui peut appréhender la complexité de certaines choses et appréhender aussi la vitesse à laquelle les recherches et le développement se font sur des nouvelles techniques ou nouvelles technologies et du coup, ça rend obsolète un peu ma prochaine question, prospective ou science-fiction. Est-ce qu'il y a un lien entre les 2, à part le fait que les prospectivistes sont souvent des passionnés de science-fiction? Et je sais que je pense que tu vas me dire: «Non, c'est pas de la fiction, c'est de l'élaboration de scénarios basés sur sur des connaissances telles qu'elles sont aujourd'hui». Mais ces connaissances-là sont tellement diverses et tellement variées, tellement multiples. Comment est-ce qu'on peut faire pour élaborer des scénarios qui «tiennent» entre guillemets un peu la route? Alors déjà il faut que se fixer des limites. Moi, je suis convaincu que dans Star Trek, les synthétiseurs, moléculaires, qui sont rien Oui. d'autre que des imprimantes 3D, mais qui Oui! au lieu qu'on les alimente avec des matières premières qu'elles assemblent, hein, qu'elles assemblent des Ouais. molécules, elles prennent Mmh. les atomes de l'environnement, elles les Ouais. restructurent pour en faire des molécules Ouais. pour les associer, pour donner des recettes. En soi, ça n'a rien Ouais. d'extraordinaire, on sait le faire, hein, aujourd'hui. On sait restructurer des molécules pour donner d'autres molécules. On sait le faire, ça Ouais. nécessite une énergie colossale, on arrive à produire 3 molécules après des heures de travail, enfin voilà. Donc et ça veut dire qu'un jour ça peut exister, évidemment que ça peut exister. Mais c'est pas Oui. notre objectif parce que si c'est dans 400 ans, on s'en fout dans 400 ans. Dans 400 ans, l'époque que nous connaissons, qui est catastrophique pour nous, qui va entraîner, qui serait susceptible d'entraîner la fin de l'humanité potentiellement, à ce moment-là, elle sera un paragraphe dans les livres d'histoire. Un paragraphe. Faut se rendre compte de quoi on est, quoi. Donc déjà, il y a une question de temporalité dans l'histoire. La science-fiction va dans le futur. Beaucoup d'auteurs de science-fiction sont des prospectivistes. Ce sont des gens qui Ouais. ont analysé les possibilités et qui les projettent beaucoup plus loin. Ils vont beaucoup plus loin. Donc il faut la distinction entre la prospective et la science-fiction, c'est la temporalité. Moi, j'adore la science-fiction à condition qu'elle soit de qualité, qu'elle soit crédible. Ouais. Il y a une série là dont on m'a parlé récemment, qui passait sur Netflix, qui était complètement anachronique, où il y a littéralement une guerre entre plusieurs clans. Ça se passe dans un futur proche et il y a plus d'eau. Alors, il y a des mines de glace, on fait des transports de glace. Donc je veux dire, Ouais. créer une alors que de fabriquer de l'eau, c'est vraiment quelque chose d'élémentaire depuis des décennies, je veux dire, hein. C'est Bien sûr. Hitler, il fabriquait 40 de son carburant, je veux dire, fabriquait du Oui. carburant. Oui. C'est dire si faire de Ouais. l'eau, c'est quand même pas compliqué, je veux dire, hein. On risque Non, pas non. d'en manquer Il un faisait jour, du hein. carburant liquide à partir de charbon. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire Oui. si on sait faire du carburant en 1940, on est capable de faire de l'eau en 2080, je veux dire. Faut pas déconner quand même. Ouais. Donc voilà. Non. Donc c'est complètement anachronique et pour moi, ça annihile tout l'intérêt de la série.
On voit en plus un inspecteur avec un flingue et puis un machin. Tout ça, ça repose sur des principes hiérarchiques structurels qui sont déjà presque obsolètes aujourd'hui. Donc, si c'est Ouais, de la science-fiction de bonne qualité, comme Star Trek, où tout n'est pas à prendre, il y a des trucs à jeter. bien sûr, bien sûr. Mais la propulsion ionique, tout ça, bon, ben, c'est très bien, j'adore, mais ça ne répond pas aux questions auxquelles moi je réponds. Parce que Oui, moi, je réponds aux questions qui vont se produire sur l'évolution qui va se produire d'ici 2050, ce qui va permettre d'ouvrir la voie pour la transformation du monde pour la seconde moitié du 21e siècle, exposé à une nouvelle intelligence, à l'intelligence distribuée, c'est-à-dire le monde oui, exposé à un QI, un quotient intellectuel virtuellement illimité. Le oui, monde est arrivé où nous en sommes aujourd'hui avec un QI moyen de 100. Et Dieu sait si 100, c'est oui, pas terrible, hein. C'est 5 au-dessus de l'électeur moyen du RN, hein, donc c'est vraiment pas terrible, hein. Mais, mais on est arrivé jusque-là avec un QI moyen de 100. Qui sait oui, ce qu'une société avec un QI de 500, 1000, 10 000, selon certains experts, hein, oui, serait capable de concevoir? Ça nous est complètement oui. inaccessible. Et donc, moi, je me borne à ce 2050, et en 2050, il y a pas de science-fiction. Ou alors de Alors, la science-fiction à courte ouais. vue, là, comme ce film qui imaginait, New York en 1997 comme étant une grande prison. Et on n'aura pas la discussion sur la notion de quotient intellectuel, quotient émotif et tous les autres quotients on peut imaginer et de traiter de ce le de ces quotients-là des différents électeurs. Mais je voudrais que sur tes publications et dans les groupes avec lesquels tu es très actif, vous parlez beaucoup de travail. Alors avant de te questionner sur le futur du travail, quelle est ta définition du travail? Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle dans la vie d'une personne? Encore une fois, tel qu'on le connaît aujourd'hui, 2025. La définition du travail est très simple, c'est l'aliénation. L'activité économique peut être du travail. Le travail, est toujours de l'activité économique, mais l'activité économique n'est pas forcément du travail. Ce qui qualifie le Oui, travail, c'est l'aliénation. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. C'est pas, si tu t'es engagé dans quelque chose, dans un travail à faire, tu es tâcheron, puis mmh, tu as promis: «Je vais faire ça». Voilà. Si tu l'as fait librement, alors peut-être que le temps de ce chantier, tu seras contraint, mais contraint par ta propre décision. C'est toi qui oui, l'as prise. Si tu es contraint oui, par ta vie à la nécessité de travailler et que du coup, ça fait que tu es obligé d'aller à ton travail à telle heure, de faire le travail qu'on te donne, que tu n'as pas d'influence là-dessus, que tu ne peux mmh, pas saisir les opportunités quand elles se passent parce que tu es au travail. oui, Si tu as ton patron qui vient te voir et qui te dit: «Bon alors tu me finis ça, moi j'ai conseil municipal». Donc ton patron va au conseil municipal décider de ton avenir au niveau local, à ta place, oui, sans te demander ton oui, avis. Et toi, oui, tu bosses. Toi, oui, tu travailles. Lui, il travaille pas. Même si quand il est à l'entreprise, il fait la même chose que toi, avec toi, lui ne travaille pas. Il a une oui, activité économique. Mais elle est librement consentie, il a la capacité d'organiser son temps. Et ça fait que dans le conseil municipal, on retrouve quoi? On retrouve des agriculteurs, des artisans, des professions libérales, des retraités, des gens qui ont la capacité d'organiser leur temps. On ne retrouve pas le oui, travailleur. Le travailleur, lui, il peut oui, pas siéger, il travaille. oui. Il Tu travaille. as une opportunité, ton voisin te propose sa super BMW, nickel qui vaut 15 000 balles pour 4 500 balles, mais il faut les lui donner avant 15 heures parce qu'il en a besoin pour je sais pas quoi. Eh ben, tu as 2 solutions, bien tu laisses passer l'affaire ou bien tu en parles à ton patron qui lui va l'acheter à ta place et s'il est gentil, pour te remercier de la bonne affaire, il va te donner 500 balles. Voilà. Mais tu as perdu, Mmh, toi, lui, il a gagné 10 000, toi, tu as gagné 500. Voilà. Grâce à ton affaire. Parce que toi, tu travailles. Lui pouvait y aller. oui, C'est ça, il a oui, pris l'opportunité, pas toi. Ça, c'est le travail. oui, Et mmh, c'est ça la nuance. Et quel rôle il joue dans la vie? Eh bien, ça signifie simplement que si tu travailles, c'est que tu es dans une vie contrainte. C'est-à-dire qu'il ouais, contraint il occupe une partie de ta vie et la plus grande partie de ta vie. Il est la source de tes angoisses parce oui, que c'est paradoxal, hein,
Mais quand on demande aux gens de quoi ils ont le plus peur, c'est pas d'avoir le cancer ou d'avoir un accident de la route, hein. Non, c'est de perdre leur emploi. C'est le Oui, travail, c'est une source d'angoisse. Quand dans nos économies avancées, aussi bien, au Québec, qu'en France ou aux États-Unis, ou en Belgique, eh bien, les gens se gavent d'antidépresseurs et oui, cette dépression, elle provient du travail. oui. C'est ça le travail. Et tous nos engagements qu'on prend parce qu'on a un travail ou une forme de Voilà, et travail. même quand tu ne travailles Oui, pas, quand tu pars en vacances, tu travailles toujours. oui, Parce que les oui, vacances ne sont pas un temps suffisant pour permettre de faire autre chose. Tu ne fais que te préparer à reprendre le travail. Quand tu as oui, congé, tu ne fais que te préparer à reprendre le travail. Tu rentres chez toi, tu oui, as des enfants, alors tu structures ta vie pour pouvoir donner à bouffer à tes enfants, laver tes enfants, coucher tes enfants, lever tes enfants, donner à bouffer à tes enfants, habiller tes enfants, amener tes enfants à l'école pour que tu puisses aller travailler. oui, C'est toute ta vie est régie par ça, par le travail, pas par ton activité économique, par le travail. oui, Et oui. c'est une véritable contrainte. Je veux dire, c'est, qui occupe, le gros de ta vie. Et si je t'entends bien, cette question-là de distinction entre activité économique et travail est fondamentale et dans votre activité de prospective, vous voyez cet équilibre-là changer ou le travail disparaître ou quelque chose comme ça, dans vos analyses ou dans vos scénarios? Là, il est en train, hein. On a de plus en plus d'informations, des entreprises qui annoncent virer X milliers de personnes, des entreprises qui liquident 30 de leurs salariés grâce à l'intelligence artificielle, on commence à avoir même les éboueurs. Dans 10 ans, on aura des éboueurs. Un gars avec ses outils habituels d'éboueur, qui dirige 3 machines et qui tout seul fait toute une rue où avant ils étaient 7. Mmh. On a déjà le cas depuis des années avec des cabinets d'avocats qui existent en ligne, où pour 50 balles, on obtient une information juridique en quelques minutes ou quelques heures au plus, qui aurait nécessité des semaines de travail à plusieurs juristes avant. Et donc, ça fait qu'il y aura toujours des juristes. Mais dans un cabinet d'avocats qui contenait, je sais pas moi, 6 avocats, puis 11 juristes, ben on aura 2 avocats, puis 3 juristes. Voilà, c'est en train. Google qui licencie, 8 000 personnes, Amazon qui se prépare à liquider 30 000 personnes, Microsoft Oui, qui vient de liquider 7 000 personnes, et cetera, et cetera, et cetera. C'est en train, l'emploi est en train de s'effondrer et ça s'invente pas parce que l'attrition du nombre d'heures en proportion de la création de richesse, du nombre d'heures travaillées, pardon, en proportion de la création de richesse, ce qu'on a faussement appelé hausse de la productivité du travail, alors que c'était de la hausse de la productivité de la fabrique de l'industrie, est oui, documentée par l'OIT depuis 10 ou 15 ans et ça représente quelque chose comme 6 à 8 par an depuis 25 ou 30 ans. Donc oui, donc l'attrition du nombre d'heures travaillées en proportion de la création de richesse, elle existe, c'est pas une vue de l'esprit et oui. là, ça va Ah, exploser. C'est, et 1/3 des emplois va disparaître, un tiers, voilà. Heu, alors ça m'amène justement à te poser cette question-là. Sur votre blog, vous dites ceci: «La relocalisation industrielle, ce n'est même pas une fausse bonne idée, mais c'est une vraie mauvaise idée». Et moi, quand j'entends ça, je suis un enfant du 20e siècle, Ben, hein, moi aussi. ça attire toujours mon attention parce que, le secteur secondaire, c'est un secteur fondamental. Sinon, il y a pas vraiment de secteur tertiaire qui puisse se développer. On reconnaît bien la mécanisation et l'industrialisation du secteur primaire qui a donc les activités d'extraction, les activités agricoles, et cetera. Mais, cette pour moi, encore une fois, c'est une opinion, l'utopie d'un secteur tertiaire omniprésent, omnipotent, qui est créateur de richesses, sans secteur industriel, je trouvais ça un peu utopique. Je veux t'entendre là-dessus. Je pense que tu as des choses vraiment très intéressantes à nous dire sur ces questions-là de catégoriser les activités en secteurs. Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas de substituer le secteur secondaire au secteur par le secteur tertiaire. Le secteur secondaire va toujours exister. C'est la production Oui, industrielle de masse qui est en cause. Quand on parle de oui, relocalisation industrielle, de réindustrialisation, il s'agit de produire, 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 produire pour créer de l'emploi et c'est ça qui est terminé.
Ça signifie que l'industrie dans l'avenir va se contenter de répondre aux besoins. Donc elle va produire moins, mais mieux. Jusqu'à présent, il s'agissait, on a mis en place ce système de la production industrielle de masse dans les années 30, au XXe siècle. On a inventé le travail à ce moment-là. Avant, le travail, il était dévolu aux esclaves. C'est pour ça qu'on les déshumanisait. Un esclave n'était pas un humain, c'était une machine. Non. Voilà. Et là, comme on a interdit l'esclavage, il fallait utiliser la force de travail humaine. Et à cette époque-là, 80% de la masse de population était complètement inapte à faire quoi que ce soit d'autre que de travailler. C'était des gens qui éventuellement savaient lire et écrire, mais très mal. Ils ne savaient pas penser, ils ne parlaient pas tous la même langue, même en France. Même en France, tout le monde ne parlait pas le français. Alors, pour pousser des barriques, pour porter des tuyaux, pour aller mettre du ciment sur une façade, pas de problème, voilà, ça allait. Et donc, on a pris ces gens dans une activité industrielle de masse qui leur a donné un salaire de façon à ce qu'ils aient un revenu pour pouvoir acheter les biens que la société s'était mise à produire, qui ne devaient pas coûter trop cher pour qu'ils aient les moyens de les acheter et qu'ils ne durent pas trop longtemps pour qu'ils aient du travail à les refabriquer. On a créé la société de consommation, donc le monde du travail. Et ça a créé le développement économique qu'on connaît, ça a parfaitement marché. Mais seulement le travail est la façon la plus inefficace de créer de la richesse. Ça a marché parce qu'au moment où on a lancé ça, disons que le travail valait 300 et la société était à 100. Donc ça veut dire qu'on pouvait élever le niveau de x3. Quand on a élevé le niveau x3, on a entre-temps élevé le niveau cognitif. Richard Florida parle des créatifs culturels apparus dès 10 ans après l'instauration de ce modèle, donc dès les années 40. Ça montre que la cognition s'est développée, donc les capacités de la population. Une fois qu'on a atteint ce seuil de 300, ça signifie qu'on a complexifié la production. On a acquis de la connaissance, de la technologie, donc de la valeur ajoutée. Ça a fait que les travailleurs se sont mis à produire des choses qui valaient plus cher. Donc, ça peut amener à 600. Et durant tout ce laps de temps, l'énergie était très bon marché. Et donc, elle compensait l'inefficacité du travail. Puis est venu un jour où il y a eu la crise pétrolière, l'énergie est devenue chère, et c'est à ce moment-là que les économies avancées, les grandes économies avancées, ont dû s'endetter pour financer le travail. Il ne rapportait plus, il coûtait cher parce que l'énergie ne compensait plus le coût du travail qui est inefficace. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à connaître le déclin, donc au début des années 70. Et pour s'accrocher à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a accéléré le mouvement. Au lieu de changer de voie, on a produit de plus en plus, d'autant qu'il a apparu l'automatisation, donc il fallait encore compenser l'automatisation, et on s'est mis à produire de plus en plus de merde, de plus en plus merdique, de moins en moins cher, dans des volumes de plus en plus délirants, dans le but d'avoir de l'emploi. Mais il vient un moment donné où tu atteins un seuil en dessous duquel tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas fabriquer un autoradio moins cher que 30 $. Tu ne peux pas fabriquer une imprimante moins chère que 50 $, vendue au supermarché, je veux dire. Une fois que tu es là, tu es en bas, c'est fini, tu ne peux pas descendre plus bas. Donc, tu ne peux plus produire plus, tu ne peux plus... Et si tu baisses pas le prix, tu ne vends pas plus. Si tu ne vends pas plus, donc on en est là, on est saturé. La production ne trouve plus preneur. Et le problème de relocaliser, réindustrialiser va faire que non seulement on va se heurter à ce problème de manque de rentabilité, et donc ça fait qu'on va devoir subventionner encore plus de dettes. La France injecte 200 milliards d'aides aux entreprises chaque année. On cherche là des moyens de financer l'État, on est en plein dans le budget et tout. C'est simple, il suffit de diviser par 2 ou par 3 les aides aux entreprises. Elles étaient de 47 milliards en 2000. Elles sont de près de 200 milliards aujourd'hui. Tu supprimes 150 milliards d'aides aux entreprises, c'est terminé, il n'y a plus de déficit budgétaire. C'est aussi simple que ça. Mais alors attention, on a 2 millions de chômeurs, parce que ces 200 milliards servent à payer les emplois. Aujourd'hui, un emploi créé ou sauvé coûte 500 000 à 1 million. Un emploi tellement merdique que le gars ne sera jamais imposable, donc il ne va même pas payer les intérêts de la dette consentie pour créer son emploi de merde. C'est comme le boulanger, on est dans la situation du boulanger qui emprunterait à la banque chaque année
pour distribuer à la population pour qu'elle puisse venir lui acheter son pain. Puis l'année suivante, il Mmh. emprunte pour amortir la part de crédit qu'il doit amortir et puis payer les intérêts, plus distribuer à la population pour qu'elle puisse lui acheter son pain. Puis l'année suivante, et il continue comme ça, puis sa dette, chaque année, elle grossit. Bon, on en est là. On en est là depuis 50 ans. Thierry, avec Courant Constructif, vous identifiez 5 grandes transitions: écologique, agroécologique, culturelle, sociétale, systémique, énergétique. Steve Blank, à l'épisode 94 en 2003, lui parlait de 3 grandes révolutions, la révolution énergético-écologique, la révolution démographique et la révolution numérique. Est-ce que ça sert à quelque chose de passer de 5 à 3 ou de 3 à 5 ou de 5 à 1 comme Einstein voulait faire avec, avec la gravité, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte? Est-ce que ces révolutions-là sont encore même pertinentes selon le prospectiviste que tu es? Non, mais ce que te disait ton interviewé, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est une ventilation de ce qu'il a dit. Ça ne contredit pas, ça ne contredit pas son propos, bien au contraire. Seulement l'énergie, elle atteint l'économie, l'agriculture, le culturel. Parce qu'il s'agit, dans le culturel, on peut mettre les réseaux sociaux, les médias, et cetera, qui sont Mmh. extrêmement énergivores. On peut mettre l'IA. Mmh. L'IA est un Mmh. média Bien sûr, et tout le bien sûr. monde dit que l'IA va consommer autant d'énergie que le Japon en 2050. Donc je veux dire, Oui, ça montre bien que cette énergie, cette transition énergético-écolo, je veux dire, elle oui. se trouve aussi bien dans le culturel que dans le sociétal, parce que l'IA atteint le sociétal. Donc en fait, nous, tout ce qu'on a fait par le biais de cette transition systémique, c'est ventiler ces 3 grandes ces 3 grands secteurs de décarbonation, de transition, Oui. qui représentent l'avenir. C'est tout. Et effectivement, parce que, bon, après ça, en cherchant cause et effet, on va toujours trouver quelque chose, mais il y a effectivement des grandes forces qui sont à l'œuvre et je pense que tu mets le doigt sur cette question énergétique qui serait au centre de tout ça. Moi qui viens du Québec où, honnêtement, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'idées, mais on a de l'humour. Non, mais blague à part, on a beaucoup d'hydroélectricité, donc 80-90 de notre énergie électrique, voire même probablement plus aujourd'hui, provient de sources de Ouais, renouvelables et à des coûts très, très, très complètement. compétitifs. Le problème est peut-être moins aigu, mais effectivement, pour la perspective d'un Français où toute l'énergie doit être importée, ou presque toute l'énergie doit être importée et impacte la balance commerciale de manière négative, c'est une autre question. Une autre question pour toi. Un historien britannique disait avoir identifié une douzaine de facteurs qui ont fait que les retrouvailles entre Européens et les humains qui vivaient en Amérique avant la redécouverte ou la découverte de l'Amérique au 15e et 16e siècle, c'était très mal passé pour les autochtones américains, nord et sud, à cause d'une douzaine d'innovations qui n'étaient pas partagées, un peu comme le ciment, la métallurgie ou certaines sophistications de la métallurgie, la domestication de certains animaux, voire même le monothéisme. Est-ce qu'on risque pas un nouveau découplage à l'intérieur même de nos sociétés, du fait même de ces révolutions dont tu nous parles, à la fois cognitiques et énergétiques? Ça, c'est une question très compliquée, mais alors le découplage, on va l'avoir. On l'a déjà entre ceux qui sont anti-techno et les technologistes avérés. Alors il y a les exaltés Oui, qui s'augmentent à toute occasion. C'est le jour oui, où on peut créer des membres, inférieurs qui permettent de courir à 60 à l'heure, il y en a qui vont s'empresser de se faire couper les guiboles pour se les faire greffer. Où on peut avoir une puce qui augmente la mémoire, tout de suite ils vont se la faire implanter. Ça, c'est les oui, exaltés, les transhumanistes exaltés. oui, L'essentiel de la population sera transhumanisé, on l'est déjà avec les pacemakers et on commence à avoir des cœurs artificiels, hein, comme le cœur Carmat. oui, C'est-à-dire que maintenant, oui. jusqu'à présent, quand quelqu'un avait besoin d'une greffe cardiaque, ben on l'amenait à l'hôpital, puis on le maintenait jusqu'à ce qu'il arrive un cœur, puis s'il n'en arrivait pas, ben on l'enterrait. Voilà, suivant. Maintenant, Ouais, on lui enlève le cœur, on lui met un cœur artificiel, puis il va attendre qu'il arrive un cœur qu'on pourra lui greffer. C'est un progrès énorme ouais, et c'est ouais. transhumaniste, hein.
On a Oui. des laboratoires dans le monde entier, y compris Neuralink, puisque c'est le plus célèbre, vu que Musk étant le plus fantasque, quand une de ses boîtes fait un petit quelque chose, on agite un bouton ici, on change une couleur là, faut que le monde entier en parle. Eh bien, on va nous greffer des puces dans le cerveau qui vont permettre de commander des machines. Alors, dans l'idéal, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la possibilité de commander un exosquelette ou un fauteuil. Ça veut dire qu'on va faire remarcher des invalides, même des tétraplégiques. Oui. Ça veut dire Oui. que dans 30 ans, il y aura potentiellement plus de tétraplégiques. On va peut-être Oui. motoriser leur corps. Aujourd'hui, on est à Oui. l'exosquelette, mais peut-être que demain, on va micromotoriser leur corps ou on va leur remplacer la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on va Mmh. commander directement les muscles au travers de Mmh. puces. C'est du transhumanisme. Oui. Et puis, il y a ceux Oui. qui sont anti-techno, qui s'opposent à tout en bloc parce qu'ils ont peur, parce qu'ils aiment pas ça, parce que la société est en quête de sens et il faut reconnaître que quand on va s'enfermer dans une petite ferme, reculée, ben, la vie est bien agréable. Alors entre y Oui. passer 3 semaines et puis y passer 30 ans, il y a peut-être un monde, hein, parce que quand on a mal aux dents, on est content d'avoir une petite injection qui va bien, hein. Mais, heu, Oui. mais ces gens sont en train de se regrouper. On voit de plus en plus d'éco-communautés se constituer. Ce sont des gens qui cherchent à s'éloigner de toute cette technologie. Ils cherchent à Oui. combattre la transition écologique parce qu'elle implique de la technologie, en affirmant qu'il vaut mieux replanter des arbres et puis, aller, planter des légumes. Comme si alors évidemment, ils ont pas conscience de l'ampleur des choses, mais ils sont en quête de sens. Et dans cette quête de Oui. sens, ça veut dire qu'ils vont s'éloigner de la société qui est soumise aux technologisées va se complexifier. Et donc Oui. le fait qu'elle se complexifie, elle leur deviendra inaccessible. Aujourd'hui, ils Oui. se marginalisent, mais s'ils veulent revenir dans la société, il y a aucun souci. C'est leur société, je veux dire, ils savent utiliser, un Oui. ordinateur bien. La marche est pas très La haute. marche est pas très haute, ils ont simplement vécu en marge de la société. Là, la Oui. société leur deviendra inaccessible. C'est-à-dire qu'elle se sera Oui. structurée autour des capacités nouvelles de la population, urbanisée, qui Oui. qu'eux n'ont pas et qu'eux n'auront pas et donc ils ne pourront plus, se mêler à la population. Oui. Et donc ça va créer fatalement ce découplage inéluctablement et Oui. jusqu'il y a peu, mais vraiment très peu, hein, je m'attendais à c'était ma pensée un peu primaire, qu'ils allaient disparaître comme Néandertal a disparu devant Sapiens Sapiens. Mais Oui. en réalité, non. Non, parce que, ils vous auront un gros avantage, ils vont fournir de la qualité. Si on prend l'exemple Oui. des Amish, ils étaient, Oui. 5 000 au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ils doivent être 300 ou 400 000 et ils possèdent le tiers des laiteries des États-Unis. Le tiers des Oui. laiteries. Ce sont des gens extrêmement riches. On ne le sait pas, mais les Amish sont Oui. très, très riches. Pourquoi? Oui. Parce que ce qu'ils produisent, c'est pas du bio. Non, c'est du vrai. Le bio, Oui. c'est de l'agriculture industrielle, recensée, Sanitisé. hein, c'est voilà. Oui. C'est ça, c'est ça, Oui. on l'a purifié, quoi. Alors que là, Oui. eux, ils se posent pas la question, c'est pas bio, hein. Non, non, pour eux, il y a Oui. pas de question de pesticides, de pétrole, de machin, ou très peu, Non. tellement peu, pour quelques groupes électrogènes. Ils ont fait quelques concessions au modernisme. Quand il y en a un qui vient les rejoindre et qui est informaticien, ben, on l'autorise à avoir un ordinateur et puis il gère le site web de la communauté. Donc Oui. on les autorise à avoir des lampes de poche, des groupes électrogènes de secours, à pouvoir à avoir des moteurs qui permettent de faire tourner des rondes-balleurs pour créer des balles rondes de foin au lieu de le charger à la four, quoi, voilà. Mais c'est des Oui. petites concessions qu'on leur autorise et ça fait que leur production est d'une telle qualité que les Américains se ruent au marché pour l'acheter, d'autant qu'elle n'est Oui. pas plus Je confirme. chère que la production industrielle merdique. Donc on Oui. achète du Oui. bon pour le même prix et donc ça fait Oui. que ils ne peuvent que grandir, en fait. Sans compter que leur mode de vie avec le stress de la vie moderne, avec la pollution, leur mode de vie devient de plus en plus enviable. Même moi, si j'étais bigot, j'irais. Oui. Même moi. Et on va regarder Witness encore avec des yeux différents. Et moi, je me rappelle de lorsque je travaillais à Wichita, au Kansas, c'était
les boucheries amish, ou ménonites Ouais, là-bas, ils s'appelaient ménonite, ouais. ménonites, qui étaient les meilleurs et eux ouvrent le matin et ferment quand il y a plus de stock. C'est aussi simple que Bah, ça. ouais. Donc à toi d'arriver à l'heure et puis sinon, ben, si à 11 heures si tout est vendu, bien, c'est fermé, tu reviens le Ah lendemain ouais. et c'est comme ça et on travaille pas le dimanche. Une dernière question, Thierry, un dernier message ou un conseil pour ceux qui nous écoutent, qu'ils soient dirigeants, salariés, start-upers ou créateurs d'une activité économique, hein, ça, moi aussi, je peux leur donner des conseils, ou étudiants ou simplement curieux. Comment commencer à s'intéresser, au futur et à la prospective ou à intéresser mes collaborateurs, à ces questions de prospective et d'avenir, que ce soit du travail, de la création de valeur ou de l'activité économique en question? C'est une question de verre à moitié vide ou à moitié plein. La société est trop focalisée, tout le monde se focalise sur le verre à moitié vide et donc ça engendre 2 réactions, dramatiques, et problématiques. C'est que d'un côté, on a ceux qui en déduisent qu'on est foutu, ça donne les collapsos, les effondristes, qui donc Oui. eux, par définition, vont accuser tous ceux qui sont comme moi d'être, des suppôts du capitalisme et cetera, blabla, voilà. Et puis de l'autre, on a ceux, qui sous l'effet de la pression, ne peuvent pas l'envisager et vont devenir dénialistes. Et donc, puisqu'il y a pas de Mmh. problème, eh bien, on continue comme ça. Et donc ça crée L'autruche. voilà, c'est ça exactement. Alors que Mmh. si on regarde, le verre, à moitié plein, eh bien, on voit qu'en réalité, la transition écologique, c'est une ère de prospérité et d'abondance, de liberté, d'épanouissement humain, d'élévation de l'humain au rang suivant de Mmh. son évolution, grâce à une économie, où il s'ajoute le pan quaternaire. On parlait avant des 3 Oui. secteurs, primaire, secondaire, tertiaire. Maintenant, il va s'ajouter le secteur quaternaire. Les gens issus du secondaire, qui va produire moins mais mieux, plus écologique, seulement pour répondre aux besoins, plus complexes, hein, éventuellement, hein. Oui, Ça veut dire que oui, l'industrie oui, les bien sûr. robots n'ont pas besoin de parking, de vestiaires, de réfectoires, de syndicats, ils ont même pas besoin de lumière. Je veux dire, ils ont pas besoin de place. Donc on peut avoir Mmh. une densité de production beaucoup plus forte, hein. Sur une petite surface, on peut produire beaucoup plus, Oui, sans avoir, la frénésie des déplacements et toute cette masse oui, va constituer l'économie quaternaire qui est une économie du lien social, qui est une économie de oui, l'interactivité, de la et donc de l'innovation qui est contenue au sein de la oui, population, de la diversité économique et on serait oui, surpris du nombre d'idées qui existent dans la société aujourd'hui, chez les scientifiques bien sûr, donc mais dans oui, l'industrie et dans la population, des solutions qui existent, qu'on pourrait développer, qu'on peut voir, qu'on pourrait faire émerger, mais que l'on n'observe pas parce qu'on est trop focalisé sur cette idée du verre à moitié vide et du désastre qui nous arrive dessus et de chercher oui, non pas à le résoudre, mais à nous adapter, ce qui est utopique. oui On voit et aujourd'hui, l'accord de Paris fixe à +1,5 degré, on est à +1,37 degrés officiellement et on voit l'accélération, mais le exponentiel des on a déjà eu cette année, on a déjà eu 70 degrés en Australie, 70 degrés. oui, oui, Il y a déjà eu 55 degrés pendant plus d'une semaine au Pakistan. C'est quand il fait ces températures-là, les oiseaux tombent du ciel tués par la chaleur, les singes tombent des arbres morts de chaleur. oui, Donc ça fait que ça oui, tue toute biodiversité. Donc on voit que s'adapter au réchauffement climatique, même à +1,5, c'est utopique. À +2, on n'en parle mmh, même pas. À +3, faut arrêter de dire n'importe quoi. Je veux dire, voilà, donc on ne s'adaptera pas au réchauffement climatique, mais on est capable de l'inverser. Et pour ça, ben, il oui. faut il faut arrêter de regarder le verre à moitié vide. Thierry, c'est sur cette question-là que je vais bâtir mes questions pour un prochain podcast avec toi sur l'inversion du réchauffement climatique. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton éclairage et ta pensée unique, dont je crois on a encore besoin et on en reparlera d'ici très peu. Avec plaisir. Merci Jean-François. À bientôt. Je te remercie Thierry. À bientôt. Difficile d'ajouter quelque chose à cet entretien. À la question que je me pose régulièrement, nous sommes le Moyen Âge de quoi? Nous venons d'avoir un petit aperçu de ce quoi. Non,
ce n'est pas de trouver des solutions qui permettent de faire face aux défis d'aujourd'hui qui devraient tant nous préoccuper, car beaucoup y travaillent déjà, mais plutôt de regarder comment travailler à s'adapter aux changements complexes qui vont être induits par ces nouvelles technologies et ce qui les entoure. Nous allons donc continuer à examiner ces questions de prospective, de stratégie et de changement pour tenter de se donner les atouts pour continuer à prospérer dans des temps de plus en plus bannis. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes détaillées sur l'espace podcast de la communauté IAE-Pro. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous abordons tous les mardis réflexions et perspectives vous permettant de développer votre action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt.